Voilà, ça y est, j'ai réussi enfin à avoir Monsieur Devim. Nous avons eu quelques soucis. Apparemment, je peux appeler, mais je ne peux pas recevoir d'appel. Il y a vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, voilà. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah, enfin, bah écoutez, je suis désolée de ce problème, mais bon, voilà, c'est tout, c'est à la bonne franquette. Alors, justement, bon, je voulais vous poser quelques questions. Donc déjà, peut-être, vous allez vous présenter, monsieur Devim. Alors, donc moi je suis conteur, un marionnettiste, j'écris aussi des chroniques et je pratique ce qu'on appelle le kamishibai, c'est raconter des histoires avec des images, hein, c'est une technique japonaise, voilà. Voilà, donc en quelques mots, voici mon métier. Oui. Donc j'ai le statut d'intermittent du spectacle, voilà. Alors moi je vous ai déjà entendu raconter des histoires, oui. Et bon, de façon très très plaisante, et de toute façon, je sais que comme vous faites partie donc de cette association picaresque, c'est souvent en picard. Un picaresque est une compagnie, enfin, de contes, hein, justement, de marionnettes, de chansons, enfin, des théâtres en salle et théâtre en salle et théâtre en rue, quoi. Hein. Et entre autres, on a un camion théâtre, donc c'est une espèce de fourgon avec un petit volume camion qu'on a transformé en théâtre de marionnettes. On ouvre les portes arrière, il y a des décors, et comme ça, on peut faire des spectacles de marionnettes. Mais attention, marionnettes à tringle et à fil, hein. C'est-à-dire, c'est la technique des marionnettes picardes, ou alors des marionnettes à fil, un peu comme la technique parfois des tchèques, ou la technique classique des marionnettes, quoi. Et ça nous permet de pouvoir proposer des spectacles un petit peu partout. Et cette association, elle dure depuis combien de temps? Depuis 25 ans, quelque chose comme ça, oui. Non, à peu près 25 ans, quoi. Mais en fait, on est les héritiers d'une autre troupe qui s'appelait les Compagnons de la Fleur. Les Compagnons de la Fleur. Hein. C'est une lignée de marionettistes quand on est dans les marionnettes. Hein. Donc des marionnettes, toujours ces marionnettes picardes à tringle et à fil. Alors parce que je me rappelle, puisque j'étais enseignante, avoir reçu justement les gens qui étaient avant vous et qui étaient venus dans nos classes expliquer et qui avaient fait des démonstrations de marionnettes à tringle et à fil. Oui, c'est ça. C'est une technique locale. On la retrouve également en Belgique. En fait, le grand pays là, Amiens était une grande ville pour les marionnettes à tringle à fil, mais il n'existe plus que 2 compagnies maintenant, hein, chez Cabotan, qui sont assez connues, et puis nous, la compagnie picaresque. Il existe également une troupe à côté de Lille, le théâtre Louis Richard, et sinon c'est surtout en Belgique. Alors si vous allez à Bruxelles, c'est le théâtre Tone, qui est très très connu, hein, dans le centre de Bruxelles, à côté de la Grand Place. Hein. Je conseille vraiment d'y aller, hein, c'est assez étonnant. Hein. Et sinon, la grande ville de la marionnette en Belgique, c'est Liège. À Liège, il y a peut-être 10 à 15 troupes de marionnettes à tringle. Alors eux n'ont pas toujours les fils, eux. Hein, c'est surtout la tringle, voilà. Hein. Mais Liège, c'est vraiment la grande ville de la marionnette en Belgique, voilà. Alors on fait partie de toute cette famille-là, de cette technique-là, quoi. Alors, ce qui est très intéressant, moi je me rappelle aussi, donc on avait retiré le castelet pour montrer aux enfants comment les marionnettistes jouent. Et il y avait eu 2 choses qui avaient vraiment frappé les gamins. D'une part, c'est l'échange de marionnettes, évidemment, quand elles vont d'un bout à l'autre et qu'elles se croisent. Oui, et là, c'est pas évident. Et puis, ils avaient remarqué aussi que le marionnettiste, finalement, sur son visage, montre la colère, et en fait, il joue aussi avec son corps, pas seulement avec ses bras, pas seulement avec ses mains. Parce qu'il faut qu'il prenne corps, comme on dit, avec ce qu'il dit, quoi. Mais c'est pas bon qu'on voit le marionnettiste faire ça, parce que sinon le spectateur est perturbé. Il sait plus très bien si c'est le marionnettiste qui joue ou si c'est la marionnette. En fait, tout doit être le regard doit vraiment être porté sur la marionnette. Hein, si on voit le marionnettiste, c'est plutôt parce qu'on a un petit côté voyeur, mais gentil, bien sûr. Hein. Donc on est intéressé de voir comment il fait, quoi, techniquement. Voilà, simplement on expliquait aux enfants la technique, hein, donc on leur avait montré. Et puis bon, c'était des enfants de club théâtre. Et donc, mais ils avaient été vraiment impressionnés de voir tout ce travail justement qu'il y avait. Et ils avaient apprécié. Et puis il y a aussi une autre chose, je me rappelle, puisque peu à peu j'avais assisté aussi à un spectacle, et puis ça avait commencé en français courant, et puis peu à peu on est parti en picard, et ça s'est terminé avec un spectacle complètement en picard. Ah oui, donc j'imagine que ça devait être chez Cabotan peut-être. Je pense, oui, c'était venu à Rouen, mais il y a un petit bout de temps, et c'était vraiment très très amusant. Alors picaresque, parle aussi en picard?
Oui, oui, picaresque, on fait des spectacles en picard, en français, et même en anglais. Hein. Moi, j'ai beaucoup joué comme marionnettiste. D'ailleurs, j'étais marionnettiste aux États-Unis, donc à cette époque-là, je parle anglais. Maintenant, je parle plus. Hein. Je parle même très mal maintenant. Mais à l'époque, je me débrouillais, on va dire. Hein. Oh, ben d'ailleurs, si les gens sont intéressés pour voir un spectacle, là, on est dans une tradition on a repris une tradition qui était vraiment étrange, et on donne des spectacles en ce moment à Amiens. Ce sont les nativités. Bon, vous voyez ce que c'est une nativité, hein. Ça en fait oui, justement, j'avais prévu que vous nous en parleriez parce que je voudrais que vous nous donniez, on va parler après de l'almanach, hein. D'accord. Je voulais que vous nous donniez les lieux et les dates justement de la nativité. Alors la nativité, donc on reprend le récit de la Bible, mais il faut le voir plutôt sur le côté mythe, c'est-à-dire que on introduit dans le récit, dans le fameux récit de la pastorale ou de la nativité, un personnage local. Le personnage local, c'est la fleur, et c'est lui qui vient un petit peu régler l'histoire. Par exemple, il va apporter le cadeau que tout le monde avait oublié pour un petit qui vient de naître quand même dans de la paille, un enfant qui naît dans de la paille. Maintenant, oulala, ça ferait le buzz, hein, on en parlerait dans les journaux, quoi. Hein, maltraitance et tout ce qui s'ensuit. Mais lui apporte le berceau. Hein. Alors, il y a le petit clin d'œil parce que le berceau est en osier. Un osier, ça s'appelle un Moïse. Voilà, c'est lui qui va accueillir les bergers, c'est lui qui va nettoyer les tables, c'est lui qui va accueillir les rois mages, donc faire le majordome. Et également, il va se battre avec les soldats du roi Hérode pour protéger la fuite en Égypte. Hein. Donc c'est vraiment étonnant, quoi. Il faut surtout pas y voir du catéchisme, hein, c'est pas ça. Hein. C'est une tradition qui existe depuis très 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 longtemps. Moi, quand j'étais gamin, je jouais dans cette tradition de marionnette. Je faisais même les rois mages. Je m'en souviens bien. Et là, on l'a remonté. Donc, on joue ça. C'est à côté du Beffroi. Alors, le Beffroi, Amiens, c'est assez connu. Hein. Donc, c'est le week-end prochain, le week-end d'après. Donc, les samedis et dimanches, samedi 10 et 17, les dimanches 11 et 18. Donc, la semaine prochaine, la semaine d'après. C'est en 5 tableaux. Un tableau, ça fait 20 minutes. Alors, il y a une séance à 14h, c'est chez l'aubergiste. À 15h, au palais du roi Hérode. À 16h, c'est l'étable. À 17h, ce sont les rois mages. Et à 18h, c'est le dénouement, l'apothéose, c'est-à-dire la bataille avec les soldats du roi Hérode, quoi. Il y a à peu près une dizaine de soldats. Voilà, on n'hésite pas sur les moyens. D'accord. Alors, c'est vraiment un spectacle très très rare. Hein. Si on veut, où il y a ces nativités. Si on veut, on peut suivre toute la journée. Donc, voilà, on peut rester de 14h à 18h. Oui, c'est pendant le marché de Noël. Donc, les gens, qu'est-ce que font les gens? Bon, ils vont marcher de Noël, ils reviennent, ils vont marcher de Noël, ils reviennent. Ouais, ils vont boire un coup et puis après ils reviennent. Mais ils sont pas obligés d'assister à tout, évidemment. Hein. Ils peuvent assister à 2 ou 3 ou 4 épisodes. Oui, les épisodes durent combien de temps? Un épisode, ça dure 20 minutes, un épisode. D'accord. Donc, ça fait 14h, 14h20. C'est un feuilleton, c'est comme un feuilleton. D'accord. Donc, 14h, 14h20, on va boire son petit coup de vin chaud, et puis on revient pour 15h, 15h20. Si on veut. Oh, c'est super. Oui, et non, ce qui est étonnant, c'est qu'en Belgique, on en trouve encore pas mal de nativités. Hein. À Mons, à Bruxelles, bien sûr, et puis à Liège. Mais en France, il n'y a plus qu'à Amiens. Les dernières nativités, c'était à côté de Lille et à Besançon, en marionnette. D'accord, bah écoutez, oui, parce que c'est un spectacle assez compliqué parce qu'il faut beaucoup de marionnettes pour ce spectacle-là. Nous, on a peut-être plus de 20, on a entre 20 et 25 marionnettes pour cette nativité. Hein. D'accord. Ce qui est quand même énorme, quoi. Hein. Et puis il y a des marionnettes qui doivent être assez belles. On n'a pas le droit à l'erreur. Par exemple, les soldats, il y a toujours des gens qui vous feront des réflexions. Pour le soldat, c'est pas comme ça. Ou alors pour le roi Hérode, comment était le roi Hérode, ou des choses comme ça, quoi. Donc on a fait des petites recherches. Enfin bon, on triche quand même un petit peu avec les habits de l'époque, hein, parce que bien malin, celui qui pourra vous dire comment était vraiment l'habit, quoi. Hein. Et combien vous êtes de marionnettistes? Alors on n'est que 3. On est que 3. Et c'est en chanson également. Hein. Il y a un musicien, alors donc musicien, chanteur et marionnettiste, une chanteuse marionnettiste et moi le conteur marionnettiste. D'accord. Donc vous êtes vraiment. Mais le fait de jouer par épisode, ça nous permet aussi de nous poser entre les deux et puis de prendre un autre rôle. Donc les gens oublient la voix de l'un, une voix qu'on va retrouver dans l'épisode d'après. Hein. C'est une astuce de comédien, ça. Hein. Bon, écoutez, je viens de tout noter parce que la semaine prochaine, je le redonnerai, hein, parce que le 17-18, je vous enverrai ça par courriel. Voilà, alors j'ai tout noté et puis je referai une petite, je rafraîchirai la mémoire des auditeurs pour la semaine prochaine. Oui, alors ça c'est super. Si certains de vos auditeurs viennent au marché de Noël,
c'est vraiment intéressant de venir à une ou deux séances ou 3 séances. Hein. On n'est pas obligé de venir à toutes les séances, évidemment. Quoi. Mais si on est féru de marionnettes ou de récits ou de contes, hein, parce qu'on fait, c'est un mythe, hein, c'est un mythe fondateur. Hein. C'est la rencontre de 2 mythes, c'est-à-dire le mythe fondateur à tendance religieuse, et puis le mythe de la marionnette, c'est-à-dire c'est une marionnette qui a donné naissance à tout un monde de marionnettes. Hein. Et ça, c'est ça qui se rencontre. Hein. Et puis c'est assez décalé, hein, dans le sens où c'est pas la vérité historique et tout ce qui s'ensuit. Hein. C'est dans l'esprit un peu naïf des nativités populaires, quoi. Alors, vous m'avez dit, c'est à Amiens et c'est près du Beffroi. Près du Beffroi, oui. Bon, si je donne la rue. Alors, c'est la rue, c'est assez poétique le nom de la rue. C'est la rue du Chapeau de Violette. Oh oui, d'accord. Oui, mais bon, si vous allez au Beffroi, c'est tout à côté du Beffroi. Hein. Non, je note tout parce que je le redonnerai à l'antenne lundi prochain parce que je trouve ça, et puis je le redonnerai en 2e heure aussi parce que je trouve ça très très intéressant, et puis bon, je suis sûre qu'il y en a pas mal qui vont aller au marché de Noël d'Amiens, et bien qu'ils aillent jeter un œil aux marionnettes. Voilà. Alors moi, là, surtout, je cherchais aussi à vous avoir parce que je voulais qu'on parle de l'almanach Picard, l'almanach 2017 que j'ai reçu et qui est une véritable splendeur. Oh, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Oui. Alors, vous êtes donc l'auteur. Alors donc en fait, c'est un almanach qui existe au niveau national, hein, et puis localement, il y a des textes, il y a des déclinaisons, si on pourrait dire comme ça. Et moi, je m'occupe donc de la partie picarde de l'almanach. Voilà, alors je fais appel à des amis auteurs ou des gens qui ont des réflexions, et puis bien sûr, évidemment, j'écris des textes dedans, quoi. Et avec notre association picaresque. J'ai tout lu avec beaucoup de plaisir, et puis c'est très beau. Mais ce qu'il faut, c'est aussi beaucoup d'anecdotes. C'est ce qu'on appelle un pot-au-feu de culture et de littérature populaire. Voilà. Si on a dit ça, je crois qu'on a un petit peu résumé la chose, quoi. Hein. Alors bon, il y a le côté nostalgie qui peut parfois déranger, c'est vrai. Hein, et puis il y a le côté imaginaire parfois qui peut plaire, qui peut l'emporter. C'est vraiment en fonction aussi de sa personnalité. Hein. Mais je crois, oui, effectivement, il y en a pour tout le monde. Il y a de très très belles photos. J'ai lu tous les textes qui m'ont beaucoup plu. Il y a un peu de Picard. Hein. Là, j'ai ouvert un Swell et Bol. Bon, il y en a pas énormément, mais il faut que les gens qui sont Picard, qui s'intéressent au Picard, puissent également trouver des petites choses, quoi, hein, ou des explications sur des mots Picard, ou voilà. Oui, mais ça j'ai beaucoup aimé. Et puis les recettes. Ah, les recettes, oui. Ouais. Ça, dans un almanach, il faut toujours des recettes bien sûr de cuisine, mais aussi parfois des recettes de jardinage, hein, des trucs, des astuces, quoi. Oui, voilà. Mais il y en a pas mal, et puis. Il y en a pas mal, oui. Il y a quelques recettes que j'ai envie de Alors, il y a faire. parfois un vocabulaire qui peut, parce qu'on essaie de respecter parfois le vocabulaire picard. Alors, des hénons, c'est pas facile de savoir ce que ce sont des hénons. Ça vous dit quelque chose, les hénons, non? Je crois que c'est expliqué quand même. Oui, c'est expliqué. Hein, les hénons, en fait, c'est en bord de mer. Au bord de mer, ce sont les coques. Hein. Si vous allez, par exemple, au Crotoy, si vous demandez des hénons, les gens vont tout de suite comprendre. Hein, ce sont des coques. Hein. Hein. Voilà, donc il y a des petits mots comme ça qui apparaissent, qui montrent bien quand la recette est là, c'est qu'elle est vraiment authentique, quoi. Hein. Après, bien sûr, les recettes, on peut en faire ce qu'on en veut. Hein. On peut un petit peu les adapter, quoi. Hein. Oui, mais bon, il y en a qui sont, il y a de bonnes idées. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le saviez-vous. Enfin, il y a plein de choses. Ah oui, les saviez-vous. Les saviez-vous, ce sont les anecdotes, les mini-chroniques, voilà. Oui, et ça c'est aussi très très amusant. Bon, là je vois par exemple le corbeau et le temps. Hein, Ah oui, le corbeau et le temps, oui. Hein, la place du corbeau. Souvent le corbeau c'est vu comme un animal noir et tout ce qui s'ensuit, la misère, la guerre et tout ça. Non, pas seulement. Par exemple à Corbie, l'animal c'est le corbeau, c'est ce qui explique aussi l'origine. D'autres villages aussi avaient les corbeaux. Hein, il faut se référer. Il faut pas toujours avoir les références de maintenant pour comprendre la symbolique de certains animaux. Hein. Oui, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis alors bon, il y a aussi il y a 50 ans. Oui, c'est ça. Oui, donc alors le truc c'est que la génération, si on regarde la génération 50 ans plus 20 ans, les gens qui ont 70 ans par exemple auront des grands souvenirs de leur jeunesse. Alors donc c'est une petite astuce aussi pour dire aux personnes d'un certain âge, regardez, il y a 50 ans il se passait ci, il se passait ça, et ça intéresse aussi les jeunes générations, quoi. Là c'est une astuce pour le souvenir, quoi. Et puis, alors, j'ai beaucoup apprécié aussi les cartes postales d'autres. Ah, les cartes postales, oui. Les cartes postales, ça c'est tout un boulot, ça, les cartes postales. C'est pas évident. Les cartes postales, c'est bon. Bien sûr, il faudra laisser à des collectionneurs de cartes postales. Hein. Oui. Dans les cartes postales, on retrouve des petites merveilles. Hein. Il y a des moments, hein, des choses assez étonnantes. Hein.
Ah oui, oui, mais là même, il y a des vues, moi je ne m'y attendais pas, c'est absolument superbe. Et puis des choses qui finalement n'ont pas tellement changé parfois. Et oui. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup, ce sont par exemple les surnoms. Par exemple, Ciobello, par exemple à la campagne, chez nous, de quelqu'un, on va facilement dire, Ciobello, un bello, c'est quelqu'un qui est mignon, quoi. Hein, c'est un gamin, un bébé qui est beau, quoi. Et il est ferretu, c'est aussi un bébé qui est mignon. Ça, ce sont les surnoms agréables. Ah aussi, Ciopalto, bon, un palto, c'est un mot français, un palto. Oui, et quand on dit Ciopalto, c'est un petit gamin avec un palto, justement, un vêtement qui se met sur les autres habits. Et puis aussi, souvent, dans les surnoms, on donne aussi des surnoms d'animaux. Alors, Ch'caïen, bon, Caïen, c'est connu, mais ça veut dire le petit coq. Ch'caïen, ça veut dire c'est quelqu'un qui se redresse. Hein, quelqu'un qui a pas un but à personne, mais on connaît pas très loin, quoi. Hein. Voilà. Chocapieux, c'est quelqu'un qui a un petit chapeau. Hein. Voilà. Il y a aussi, alors, c'est Marie Tatouille. Hein. C'est Marie qui taille et puis qui touille. Pour retrouver l'origine de ces surnoms, c'est un peu compliqué, mais bon, on peut imaginer une petite histoire derrière tout ça, quoi. Tout à fait. Et puis alors bon, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors le combi Volkswagen, ça m'a fait penser à quelqu'un qui en a encore un et qui tient à son combi. Ah, il est collectionneur de combi Volkswagen. Ah oui, bah, ça a été une époque. Hein. Ah oui, c'est une époque là. Hein. Alors là, je me dis d'ailleurs, avec les nouvelles réglementations, le combi Volkswagen, on va plus pouvoir tellement le faire rouler. Hein. Ah oui, voiture de collection, je sais pas comment. Et donc, ça doit rentrer dans la réglementation des voitures de collection, j'imagine. Hein. J'espère, parce que sinon, oui, je pense, on va être obligé de les tirer, je sais pas comment. Je sais pas. Et puis alors, il y a un autre truc aussi moi, que j'ai bien aimé, c'était la soucoupe, parce que c'est vrai, quand j'étais petite, là, les soucoupes, hein, les petits bonbons piquants à l'intérieur. Oui, c'est ça, oui. Qui pétille sur la bouche, c'est ça? Oui, quand on allait à l'école, c'est drôle, hein. On faisait un petit détour par chez le confiseur. Bon, ça n'existe plus d'ailleurs. C'était une boutique où il y avait que des réglisses, des soucoupes, des choses comme ça. Et puis c'était le petit détour quand on montait à l'école. Ah oui. Alors il y a aussi une anecdote assez étonnante. Le raton laveur. Le raton laveur a été introduit en Picardie par les Américains. Oui. À partir de 1966. Hein. Mais oui, les Américains avaient des bases de l'OTAN en Picardie, dans l'Aisne. Et quand ils sont partis, ils avaient des mascottes, des animaux mascottes, et leur animal mascotte était le raton laveur. Et au lieu de les ramener avec eux, ils les ont lâchés. Et ce qui fait que ça a donné une souche de raton laveur en Picardie. C'est assez étonnant, ça. Hein. Oui, mais je me rappelle de mon fils était assez petit à l'époque, assez petit, mais il pouvait quand même faire de la bicyclette seul. Il avait l'âge quand même de pouvoir se balader. Puis un jour, il revient, il dit maman, j'ai trouvé des ratons laveurs. Ils sont passés devant moi dans le bois. Et alors, on avait cherché effectivement. Donc oui, on peut rencontrer des ratons laveurs. Amenés par des Américains. Donc c'est pas une souche européenne. Non, mais enfin bon, j'ai pas l'impression qu'ils abîment trop les autres animaux. Ils se sont un petit peu fondus dans le paysage. Mais je crois qu'il est considéré comme nuisible. Je voudrais pas dire de bêtises. Bien sûr, après il faut voir la domination nuisible. Hein. C'est pas moi qui va être contre le raton laveur, évidemment. Hein, mais ah oui. Il faut se renseigner. Hein. Je crois qu'il est considéré comme nuisible. Oui. Il risque de s'attaquer. Mais nuisible, il faut voir à qui il est nuisible, évidemment. Hein. Bah oui, voilà, oui, ça. Tiens, je me renseignerai. J'ai beaucoup aimé aussi le côté littérature. Vous voulez dire le légendaire, les légendes, ces choses-là? Alors il y a le légendaire et puis il y a aussi toutes les petites les témoignages. Oui, et puis les livres que vous nous signalez. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok, oui. Et ça aussi c'est bien. Bon, il y en a quelques-uns d'ailleurs pour lesquels j'avais ici fait de la réclame. Oui, c'est de la promotion, on va dire. Voilà, oui, et je trouve ça bien aussi. Voilà, oui, non, et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et alors, je me dis que c'était le moment ou jamais de vous interviewer et de rappeler qu'on peut, pour Noël, acheter un almanach Picard. Ah ben oui, je veux pas faire de la promotion mal faite puisque j'écris dedans, mais c'est vrai que c'est relativement original d'offrir ça Hein. Il y a tout un tas de petits trucs qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le Polichinelle. Un Polichinelle, c'est un personnage bien connu, punch en anglais, Puccinella en italien et tout ce qui s'ensuit. Et en Picardie, on dit Porrichinelle. Et dans le théâtre de marionnettes, le personnage est Porrichinelle. Hein, donc voilà, ça c'est une petite anecdote, hein, mais. Oui, mais on les aime ces petites anecdotes.
Alors il y a aussi un article qui est étonnant sur un endroit qui était méconnu et qui a été mis en valeur, c'est l'îlot de la Boisselle. Alors vous allez me dire l'îlot de la Boisselle, c'est pas une île. Non, ça ressemble à une pâture. On va dire une pâture. Vous êtes dans un village, vous voyez des trous dans cette pâture-là, vous dites tiens, on n'est pas loin du front. Bon, oui, ça doit être ça. Vous dites tiens, ça doit être des trous d'obus, des choses comme ça. Et en fait non, ça ressemble à des trous d'obus. Non, ce sont des mines qui ont explosé. Ce sont des mines qui ont explosé et ça a fait des trous. Les mines qui étaient mises dans des souterrains. Et donc il y a une dame qui s'appelle Claudie Leveline, c'est le jeune et qui avait cette pâture-là c'est un héritage familial. Et qui maintenant le montre aux gens, et c'était à la Boisselle, pas loin d'Albert, quoi. Et c'est vraiment étonnant, et dedans il y a un souterrain creusé par les Français et les Anglais pendant la guerre de 14-18, quoi. Voilà. Oui, je vois, donc il y a une association d'ailleurs des amis de l'îlot de la Boisselle. Oui, c'est ça. C'est vraiment étonnant, hein. C'est parce que c'est ces genres de choses, bon, on passe à côté, on voit bien qu'il y a quelque chose, on dit tiens, pourquoi des trous, pourquoi des choses comme ça. Et là, à tel point qu'on sait même à tel endroit à peu près où tels soldats ont été enterrés vivants, parce qu'ils n'ont pas été retrouvés. Donc on sait qu'ils sont enterrés vivants à tel endroit à peu près. Et c'est en creusant la mine, il se trouvait que les bombes, ça a explosé, et eux étaient dans les mines, quand on dit les mines, pas des mines de charbon, hein, des souterrains pour aller sous les tranchées adverses. C'est vraiment étonnant. Oui, et c'est incroyable ce que bon, évidemment là on est dans le centenaire, mais c'est incroyable ce qu'en Picardie on vit encore presque avec la guerre 14. Hein, c'est incroyable. Ben oui, moi je vais vous donner des anecdotes. Hein. Je me promène beaucoup, je fais beaucoup de randonnées avec mes enfants. Ben ma fille a retrouvé une fois sur un chemin un obus à gaz qui n'avait pas explosé. En bordure de chemin, et il n'y a pas très longtemps, elle a trouvé une grenade non explosée. Et mon fils avait également trouvé une grenade non explosée, en se promenant. C'est parce que qu'est-ce qui se passe? On ramasse la caillasse des pommes de terre. La caillasse des pommes de terre, on la répand sur les chemins, bien sûr, pour remplir les chemins. Et avec la caillasse, on retrouve des témoignages et des objets de la guerre, quoi. Et bien sûr, les objets les plus dangereux, c'est évidemment grenades et obus, quoi. Les petits obus et les balles de guerre. Voilà. Oui, mais il y a encore quelqu'un, il y a quelque temps, qui a sauté comme ça parce qu'il avait fait un feu dans son bois. Oui, ça date de la guerre 14. C'est incroyable. Il y a encore des victimes de la guerre 14. Ah oui, on ne connaît pas non plus tous les endroits où ont été déposées les munitions, quoi. Une simple balle chauffée, il y a tellement de balles qui ont été perdues, une balle chauffée, elle va exploser, la balle, la cartouche, la balle va partir, et si vous êtes sur sa trajectoire, très dangereux, quoi. Oui, mais c'est incroyable parce que ça fait quand même, ça fait 100 ans. Hein. Ah ouais. Bien sûr, si on est hors zone de guerre, bon, il n'y a pas de danger, mais quand on est dans la zone de guerre, on la connaît, la zone de guerre, mais là, c'est vraiment très, très dangereux, quoi. Oui. Tiens, écoutez, je vous remercie. Je suis désolée des contretemps qu'on a eu avec le téléphone. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas. Voilà. Ok. Mais je vous remercie. Et voilà, et bonne continuation. Merci. Allez, je vais dire allez, AD à l'Arvoyure. Ouais, à l'Arvoyure. Et puis signalez quand vous passez dans le coin, parce que comme ça, on peut le signaler à la radio. D'accord, ok. Je vous remercie. Voilà, mais c'est moi qui vous remercie. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.